Voilà, nous sommes en direct sur Facebook aussi. Voilà, bonsoir à tous. Erev Tov de Jérusalem. Il est 20 h en Israël, 19 h à Paris. C'est avec plaisir que nous vous retrouvons une fois de plus pour nos rencontres Israël s'invite chez vous. Alors, comme vous le savez, nous essayons d'aborder tous les sujets de la vie israélienne, de la vie culturelle, politique, historique, religieuse, la vie évidemment liée aux questions d'intégration, à l'actualité d'Israël. Et c'est ce que nous continuons à faire. Nous avons le plaisir ce soir d'accueillir Dan Lefkovitch. Dan Lefkovitch est depuis de nombreuses années en Israël une des personnes qui permet une meilleure introduction de la culture française, francophone pour le public des Olim, mais aussi plus largement pour un public israélien. Et il va nous raconter un petit peu son parcours, il va nous raconter un petit peu, j'allais dire, les atouts et les défis que représente cette initiative qu'il a prise il y a déjà de nombreuses années, avec un certain nombre de réussites très importantes et surtout ses projets d'avenir. Voilà, comme vous le savez, notre déroulement se fait après la présentation de Dan, qui durera une bonne demi-heure, je l'imagine, une possibilité pour vous de poser des questions, soit pendant son intervention, soit après. En tout cas, je vous conseille d'envoyer par chat vos questions pour que Yasmine puisse les introduire à notre conférencier et de façon à y répondre tout au long du développement de son propos. Voilà, je vous remercie. J'espère très bientôt vous voir en Israël. La situation n'évolue pas aussi rapidement qu'on le souhaitait, bien qu'il y ait eu un début d'ouverture des frontières. Je vous souhaite très bientôt d'y être, d'abord pour être au contact d'Israël, et deuxièmement pour probablement profiter d'un des magnifiques spectacles que Dan arrive à nous faire connaître, à nous faire rencontrer à Tel Aviv, Jérusalem, Ashdod et ailleurs. Merci Dan d'avoir accepté notre invitation. La parole est à toi. Merci, bonsoir. Je commence par une petite présentation peut-être? Oui, tout à fait, te connaître un petit peu mieux. Je l'ai fait très succinctement. C'est gentil. Bon, alors j'ai fait mon alia, moi, il y a près de 6 ans maintenant. Une alia assez réussie qui s'est faite très rapidement. On a décidé ça et 4 mois après, on est venu. Je suis venu en famille. Et le fait de se lancer dans cette activité-là répondait à 2-3 manques et 2-3 envies. Premièrement, un manque de culture francophone en Israël. Il y a énormément de culture israélienne, énormément de culture russe. Et c'est vrai qu'il n'y avait rien du tout pour la culture francophone. Donc, ça manquait. Également, une volonté d'amener et de faire connaître, de ramener avec nous de France ce qui était de meilleur. La France est quand même reconnue pour ses capacités à faire rêver, à faire transporter les gens. Donc, c'était une manière aussi d'apporter dans nos valises un peu de France et de le montrer aux Israéliens. Il y a un pays qui est très francophone, mais qui est également très francophile. Beaucoup de gens israéliens ont des racines francophones. Les Marocains, les Roumains, les Russes aiment beaucoup la culture française. Donc, c'est une manière d'approcher tout ça. Troisième volet, c'est également créer une alia, permettre à des gens qui quittent un pays pour aller dans un autre de se dire ils n'ont pas tout perdu et ils voient des choses et ils ont moins de regrets. Donc, tout le côté volet culturel permettait également aux gens d'aider à faire une alia plus poussée, plus sereine. Et puis, une énorme motivation aussi, qui était une motivation, entre guillemets, sioniste, qui était de dire faire découvrir des artistes principalement non juifs, ou juifs, mais qui ont un peu oublié de l'être,
ce qu'était Israël, leur montrer le pays tel qu'il est réellement et pas tel qu'ils le perçoivent dans les médias, et attendre qu'ils reviennent en France et en Europe et en parler différemment. Donc vraiment une motivation de faire connaître ce pays-là à des gens qui viennent pour la plupart du temps la prochaine fois. Donc voilà, on a pu mettre tout ça en place avec un succès plutôt retentissant parce que bon, la période Covid a fait que ça s'est arrêté pendant 1 an et demi, mais on avait quasiment un spectacle par mois et on a pu faire venir de nombreuses personnes comme Muriel Robin, Michel Larocque, Michel Drucker, Rita Mitsuko, Michel Simès. On a créé le Tel Aviv du Rire avec tous les nouveaux humoristes de la scène humoriste française. On a fait venir des gens comme toutes les pièces de théâtre qui ont remporté les Molières en France, Le Porteur d'Histoire, Adieu Monsieur Hoffman, j'en passe et d'autres. Et on a redémarré avant-hier, avec La Promesse de l'Aube, lu par Stéphane Fraisse, avec à chaque fois des salles complètes. Et un gros programme pour les prochains mois à venir. Voilà un peu en synthèse, un peu toutes les petits panorama de moi-même. Alors, tu peux nous dire, Dan, un petit peu, comment tu as eu cette initiative au départ? Tu t'attendais à trouver du répondant? C'est vrai que tu es arrivé il y a 5-6 ans après une vague d'aliens relativement importante de France, j'allais dire, un petit réveil de la communauté francophone, même s'il a encore besoin énormément de grandir et de se faire reconnaître. C'était un pari audacieux malgré tout. Alors, c'était un pari audacieux pour plusieurs raisons. Premier pari, c'était déjà de mettre Israël sur la carte du monde culturel francophone, c'est-à-dire que pour eux, aujourd'hui, un artiste français va tourner évidemment en France, mais il va aller en Belgique, va aller en Suisse, peut de temps en temps aller à Londres, mais voilà, là s'arrête, ou au Québec, mais là s'arrête le potentiel de tourner et leur expliquer qu'on peut aller en Israël a été vraiment quelque chose où les gens rigolaient en disant qu'est-ce que vous voulez que j'aille faire en Israël, comment voulez-vous qu'on aille jusqu'à là-bas, et ça a été tout un travail de les convaincre qu'Israël était un pays francophone avec une communauté francophone active, avide, intéressée. Et ça a commencé. Puis après, le bouche-à-oreille a fait que de nombreux artistes, de nombreuses productions françaises en ont entendu parler. Mais c'est vrai qu'on a démarré avec quelque chose qui n'existait pas. Il y avait de la production locale avec quelques artistes locaux qui étaient plutôt amateurs, qui mettaient tout leur cœur et toute leur volonté à faire des spectacles ici en français. Mais c'est vrai qu'on était assez loin des standards qualitatifs et prestigieux de la scène artistique française. Donc, ça a été un gros pari. Pour l'instant, on peut dire pari réussi. Je crois qu'on doit en être à plus de 30 000 spectateurs sur les différents spectacles, une vingtaine de spectacles, enfin une trentaine de spectacles. Donc c'est assez réussi. Puis surtout une soif. Les gens sont ravis, les gens sont contents et les artistes aussi. Alors, est-ce qu'il n'y a pas, malgré tout, dans cette démarche, je veux dire, moi j'ai fait mon Alia il y a bientôt 45 ans. C'est tout à fait une autre période, effectivement. Et on était à l'époque encore dans le modèle ben-gurioniste qui voulait que le nouvel émigrant devienne le plus rapidement possible un Israélien à part entière, quelque part, sans exagérer, mais presque, qu'il rejette sa culture d'origine, qu'il change son nom, qu'il mette un petit kovatambel, un chapeau de kibboutnik sur la tête et un short, et qui se mette à parler hébreu immédiatement. Évidemment, c'est un modèle, j'allais dire, mystifié par le sionisme politique moderne, mais qui a relativement eu son époque de gloire. Alors c'est vrai que les années 2000, avec une intégration massive de grosses communautés telles que la communauté russe, avec plus d'1 million de personnes, et la communauté même éthiopienne avec plus de 100 000 personnes, ont commencé à changer ce modèle et à permettre et à admettre beaucoup plus le multiculturalisme en Israël, le multilinguisme, si je peux me permettre, excusez-moi des erreurs de français peut-être, et donc une ouverture plus importante. Est-ce que tu as senti, est-ce que tu t'es pas senti d'abord, premièrement, en décalage en venant en Israël, en voulant rentrer une culture étrangère, ou tu as vu que la société était prête à l'admettre? Alors, au contraire, je pense que c'est vraiment une force de pouvoir amener. Ce pays a été construit sur les apports au fil des années de différentes générations, les Ashkénazes, les Séfarades, les Yéménites, les Perses. Et c'est ce patchwork de culture et d'histoire qui a fait ce pays-là.
Donc, il n'y a pas un Israël. Le Kovat Tebel, comme tu racontes, est une image d'Épinal. Mais aujourd'hui, dans la rue, il y a des Américains, il y a des Russes, il y a des Argentins. Et c'est tout ça qui forme ce melting pot qui forme Israël. Donc, nous venons de France, on ne peut pas décemment, ou alors ça serait vraiment être complètement schizophrène de dire bah, je fais un cut, j'oublie tout mon passé, je n'ai plus de passé et je me reconstruis une culture. Non, non, on vient avec des années de culture. Moi, je suis un Français qui est venu faire mon aliyah, je me sens israélien, mais je suis également français. Je ne peux pas renier les dizaines d'années de mon pays qui m'a fait naître, qui m'a fait grandir, qui m'a apporté beaucoup de choses. Et c'est une partie de ces choses-là que j'amène et que j'apporte à la culture israélienne. Quand on fait venir Michel Fugain et qu'on a dans la salle plus de 600 Israéliens qui connaissent les chansons de Dani Litani, un chanteur israélien qui a repris les chansons de Fugain en hébreu et qui découvre l'original, eh ben, on fait le pont entre deux cultures, entre deux sociétés. Quand on fait venir des pièces de théâtre et qu'on surtitre en hébreu et on fait rentrer des Israéliens pour découvrir le meilleur de la culture française, on renforce et on cimente une alia et une alia réussite. On vous amène également, on n'est pas uniquement à recevoir quelque chose du pays, mais on apporte également quelque chose à ce pays-là qui permet de l'enrichir, de le faire grandir, et on apporte également une petite part de culture. Donc oui, le fait de venir avec notre bagage culturel, avec notre bagage éducatif, avec notre bagage de connaissances, ben la culture fait partie du bagage des Français qui ont fait leur alia, et on est au contraire très très bien perçu par les Israéliens. Et puis pour les francophones, quel plaisir de pouvoir également se dire, bah tiens, beaucoup de nos compatriotes francophones restent quand même toute la journée à regarder France 2, TV5, les chaînes françaises, restent quand même très connectés avec la France et se dire, mince, il y a ce spectacle-là, mince, je vois cet événement-là, je suis passé à côté, ben, on pourra leur dire, ben non, vous ne passez pas à côté, on vous l'amène sur place. Donc, vous pouvez être en Israël et vous ne perdez pas des choses que vous auriez pu faire en France. Je raconterai une anecdote que j'ai vécue il y a quelques années. Je pense juste un petit peu avant que tu fasses ton alia. Il y avait quelques spectacles francophones, pas nombreux, mais enfin Serge Lama était venu chanter à Tel Aviv. Et à côté de moi était assis un couple d'Israéliens, à la rigueur pas francophones du tout, et qui avaient l'air de connaître les chansons de Serge Lama, en tout cas certaines, et l'apprécier. Donc à la pause entre les deux parties, je me suis permis de les questionner, de leur dire moi je suis français, c'est normal que je vienne écouter Serge Lama à la rigueur, mais vous, bah, le gars m'a dit, moi j'étais parachutiste dans les années 70 et il y avait des échanges fin des années 60, en tout cas de la guerre des 6 jours juste avant, et il y avait des échanges militaires, on a fait des formations. J'étais dans une base française pendant 2 mois et puis la radio ne passait énormément de chansons de ce gars que j'ai retenu. Et puis quand 40 ans plus tard, j'ai entendu qu'il venait en Israël, pour moi ça a été un petit peu un ressourcement aussi quelque part en tant qu'ancien parachutiste israélien qui a été en formation avec l'armée française en France. Voilà, ça c'est pour une petite anecdote. Une question importante, tu parles effectivement de personnalités, j'allais dire d'artistes de premier plan que tu as pu faire venir en Israël. Est-ce que tu as eu des problèmes avec le boycott, le BDS? Alors ça, oui, je pense que je dois être en tête de liste sur les personnes qui se font oui, harceler. Alors nous et nos artistes, ils vont à une vitesse incroyable. À peine un spectacle est-il annoncé que immédiatement ça déferle. On commence à gérer ça, on prévient les artistes avant, évidemment. Je répète, on fait principalement des spectacles des artistes non juifs. Donc, eux découvrent ce monde-là, découvrent le BDS, découvrent cette haine, découvrent ce torrent de déchaînement qui n'est l'amalgame que d'une centaine de personnes. Hein. Ce sont des gens qui ne sont pas si nombreux que ça. Ils font beaucoup de bruit, mais ils ne sont pas si nombreux que ça. Mais oui, on est constamment avec le BDS et c'est parti jusqu'à des menaces de mort. Une de nos artistes, et là ça nous remet en question, a reçu une menace qui était rappelle-toi de Charlie Hebdo, on a ton adresse. Et là, on se pose des questions. Et là, on se dit, est-ce qu'on doit prendre, même s'il n'y a qu'un millième de pourcent que ça arrive, là, est-ce que vraiment le jeu en vaut la chandelle? Et cet artiste-là, qui n'est pas juif, qui est venu pour la première fois en Israël, a tout de suite répondu, il est hors de question que je me fasse menacer ou que quelqu'un qui n'est pas quelqu'un extérieur décide de ma démarche culturelle. Donc oui, je viendrai malgré cette menace-là. Et là, on dit chapeau, quoi, parce qu'elle se jette dans un conflit qui n'est pas le sien. Elle se retrouve partie prise alors qu'elle est venue uniquement
Elle n'est pas venue soutenir un gouvernement, elle est juste venue diffuser la culture, faire son spectacle ici. Et puis une fois qu'elle est là, elle voit ce pays-là tel qu'il est et pas tel qu'elle le pensait. Et là, ça en devient de superbes ambassadeurs pour Israël. Et quand ils rentrent en France, ils en parlent. Ils en parlent en bien. Je crois que je ne voudrais pas diminuer ta part importante parce qu'effectivement, tu fais venir des artistes. En dehors d'être, entre guillemets, peut-être, si moi de mettre des guillemets, un business, c'est avant tout du sionisme ce que tu fais parce on a un ami commun et je sais que tu as l'habitude de faire en sorte que chacun des artistes que tu fais venir en Israël fasse aussi un tour d'Israël, fasse aussi un ressourcement, une connaissance d'Israël de l'intérieur et qui repartent très souvent avec une motivation encore plus importante, en dehors du fait qu'ils ont bradé le BDS, qu'ils ont accepté de venir chanter en Israël. Et je crois que tu fais en sorte aussi de leur donner un grand cadeau en leur faisant connaître un petit peu Israël de l'intérieur. Et je crois que ça, c'est un travail énorme que personne ne fait, en fin de compte. Exactement. Pour nous, clairement, ce n'est pas un business. Hein. On est vraiment dans le domaine du mécénat et de l'avancée, mais on n'est absolument pas dans le domaine commercial. C'est une association. On n'est pas, c'est vraiment pas pour personne ne prend de salaire. Ce ne sont que des bénévoles. C'est pour ça que j'ai mis des guillemets. Hein. Ouais. Donc, c'est vraiment là-dessus. Et nous, l'accord que l'on prend avec l'ensemble des artistes, c'est de leur dire, vous venez en Israël, mais il faut rester 4 jours. Alors, ils disent, pourquoi il faut rester 4 jours? On explique que non seulement on veut être sûr que d'un point de vue technique, ce soit bon, mais on va tout prendre en charge. Et par contre, pendant 2-3 jours, on les amène à Jérusalem, on les amène à la Mer Morte, on leur fait découvrir Tel Aviv, on leur fait dans le désert. Et là, ils se rendent compte de ce pays-là. Et il est évident qu'une fois qu'ils sont arrivés ici, le travail est fait, quoi. Ils se baladent, ils ouvrent les yeux et ils se disent, mais c'est pas ce que je pensais, c'est pas ce que je croyais être. Et uniquement en regardant, et on leur montre tous les côtés, on n'est même pas en train de faire un angle. On va dans la ville arabe à Jérusalem, on va on va à Nazareth dans les côtés chrétiens, c'est-à-dire qu'on les amène vraiment un peu partout. On a été jusqu'à la frontière nord avec le Liban, à Kiryat Shmona, évidemment les 3 religions de Jérusalem, le désert de Judée, enfin. Et là, ils repartent complètement conquis parce que ce pays est fascinant. Et ce pays est le berceau de 3 religions, de toute la civilisation. Et c'est souvent inconnu pour eux, en fin de compte. C'est vraiment une tabula rasa, quoi. Oui, souvent, alors vraiment, on aime bien, nous, quand on aime bien 2 choses. On aime bien quand ils sont la première fois en Israël, et on aime bien même quand ils ont des a priori assez tranchés au début sur Israël, en disant, bah oui, moi, je ne suis pas sûr qu'Israël, vraiment, je ne suis pas. Voilà. On a des gens qui viennent avec des a priori, et plus on a des a priori, plus on est ravis, parce que plus c'est facile en quelques heures. Je me rappelle on fait la même chose avec les équipes techniques. Je me rappelle d'un des techniciens qui arrivait furax, parce qu'évidemment, à l'aéroport, on l'a plus qu'interrogé. Donc, il est rentré furax. Évidemment, il était musulman, il venait seul, il était anarchiste. Donc, évidemment, c'est la cible principale de la sécurité. Et donc, il s'est fait arrêter pendant quelques heures d'interrogation. Il est ressorti, mais furax. Et je lui ai dit, si toi, on ne te pose pas de questions, à qui ce sera? Et 3 jours après avoir passé 3 jours en Israël, il était conquis et il est revenu en vacances quelques mois après avec sa famille. Donc, on a pu voir que ça fonctionne. On a eu des articles de presse, on a eu des émissions de télé où les artistes en parlent en disant j'ai été en Israël. On a même eu récemment un humoriste s'appelle Donald Jacksman, qui a fait tout un sketch un samedi soir, 20h30, devant 8 millions de personnes sur France 2, en racontant son passage en Israël. Et un sketch d'une finesse et d'un humour, et qui dit, mais Israël, c'est pas du tout ce qu'on croit, et moi j'y étais, et je me suis fait piler par le BDS, et voilà ce qui s'est passé derrière, et avec beaucoup d'humour, et je vous invite à aller voir d'aller regarder ce sketch-là, qui s'appelle donc Donald Jacksman à Tel Aviv, et vous allez comprendre comment le fait de les faire venir ici permet de faire changer un peu leur vision, et puis ils en parlent derrière. Et quelle meilleure voie que ces gens-là qui sont pas du tout dans le conflit et pas du tout dans le parti pris pour dire qu'Israël est un pays comme un autre. Alors, est-ce que tu sens qu'après maintenant quelques années de travail, j'allais dire, très dure, très militante, très difficile parce qu'il faut convaincre, il faut organiser, il faut s'assurer du succès, il faut commercialiser, toutes sortes de choses. Est-ce qu'il y a un début de retour? Est-ce que les autorités, je vais dire, consulaires, diplomatiques, francophones en Israël, ou bien, et là je rêve un petit peu, les autorités israéliennes, ministère de la Culture ou d'autres, à un niveau moindre peut-être, des mairies, s'associer à tes projets, sont prêts aujourd'hui à investir, entre guillemets, dans la culture française, francophone en Israël?
Alors, à aujourd'hui, je dirais non, malheureusement. Pour eux, ce n'est pas une priorité. Assez surprenamment, les autorités françaises en Israël, tout ce qui est culturel, pour l'instant, regardent ça un peu de loin. C'est pas faute de les avoir appelés du pied, c'est pas faute de leur dire je comprends pas, c'est votre rôle à nous, c'est pas à nous de financer ça, on finance déjà, vous devez nous aider. Donc c'est vrai que c'est assez frustrant d'être assez seul. On garde espoir, on est épaulé par des mécènes, on est nous-mêmes une bande de mécènes, donc on se dit bon bah tant pis, si eux ne veulent pas le faire, on le fait nous. Mais c'est vrai que c'est assez surprenant que les autorités françaises n'accompagnent pas, l'ambassade de France, l'Institut français. Pour ce qui est des autorités israéliennes, les mairies, autant elles sont très orientées vers les Américains, elles connaissent les artistes américains, elles ne connaissent pas les artistes français. Donc quand on leur dit qu'on leur fait venir par exemple Michel Drucker, ils n'ont aucune idée de qui est cette personne et ne se rendent pas compte des gens qu'on amène sur place. Donc ils nous prennent pour l'instant pas encore sérieusement. Ça commence à venir. On a reçu il y a récemment un message de Xilit Troper, donc le ministre de la Culture, avec qui on va organiser un rendez-vous dans quelques semaines, justement parce que la culture française, la culture francophone, est quelque chose qu'il veut essayer d'appréhender. Donc, on espère que cette réunion qui aura lieu dans quelques semaines apportera un peu plus d'avancées. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on est un peu seul. Je pose une question un peu difficile. Est-ce que tu penses que tu l'as dit, des a priori, mais est-ce que tu penses qu'il y a, je ne vais pas employer un terme difficile, mais est-ce qu'il y a une ségrégation, une incompréhension? Est-ce qu'on a un problème qualitatif, quantitatif de la communauté française qui n'est pas appréciée à sa juste valeur par les politiques, tant français au niveau des représentants de l'État français en Israël, que de l'État d'Israël, malgré le fait qu'on ait ces temps derniers déjà 2 fois de suite pu rentrer enfin des députés français, j'allais plus dire francophones, mais français à la Knesset. On a toujours un petit peu l'impression, c'est un sujet qui m'a préoccupé pendant des décennies en Israël, on reste encore un petit peu l'enfant pauvre et de la culture et de l'image de la société israélienne. Alors, on n'est pas l'enfant pauvre. Alors, oui, on est l'enfant pauvre parce que d'abord, en nombre de personnes, on est relativement peu nombreux. On parle de quelque chose comme 100 ou 120 000 ou 150 000 francophones en Israël. Donc, si on compare ça par rapport… Français, pas francophone. Hein 150 000 française, voilà, donc française, pardon, pas francophone, française, exactement. Donc, par rapport à la communauté russe qui est de plus d'1 million, c'est sûr qu'on pèse beaucoup moins et qu'on représente beaucoup moins. Par contre, au contraire, je pense qu'ils sont très intéressés, ils savent que la France, culturellement, est capable d'amener énormément. Donc, ils sont intéressés, ils sont pas, c'est pas une mesure, au contraire, c'est très ouvert, mais ils ne connaissent pas. Je pense que c'est surtout de la non-connaissance plutôt que réellement une volonté de ne pas faire. Ils sont débordés de projets, ils ne savent pas faire le tri, ils n'arrivent pas à comprendre quel est le bon angle par rapport à des Français. Et je pense que ça viendra avec des gens qui prendront, comme vous dites, on commence à avoir des députés français à la Knesset, on commence à avoir des gens dans les mairies qui commencent à prendre qui passent de postes de chargé de l'ALIA à des postes beaucoup plus transversaux. Et eux sont capables de dire, mais non, ça c'est quelque chose d'important pour la communauté française. Donc, je pense que ça va se transformer petit à petit. Voilà, hier dans la salle, je ne vous cacherai pas qu'il y a 2 jours dans la salle, on avait ambassade de France, ambassade de Suisse, ambassade de Belgique, ambassade du Maroc. Les accords d'Abraham commencent à faire leur fonction. Dans la salle, on avait l'ambassadeur du Maroc, on avait le député français. Donc on se rend compte que maintenant, ça commence à prendre un côté un peu plus institutionnel. Et c'est très bien. Ils se rendent compte qu'on amène le meilleur de la culture. On est en train de parler de partenariat avec des théâtres israéliens, avec des échanges croisés. C'est-à-dire qu'on est en train aujourd'hui de discuter avec des théâtres israéliens pour prendre des pièces israéliennes, les surtitrer en français pour faire venir une public francophone vers des spectacles israéliens, en leur disant, ben voilà, l'intégration de la culture, elle doit se faire dans les 2 sens. On doit amener le meilleur de la France aux Israéliens, mais ça serait bien qu'on amène les Français, voire aussi rentrer dans la culture israélienne. Ils ne connaissent pas les artistes, ils ne connaissent pas les pièces, ils ne connaissent pas les comédiens, parce qu'ils n'ont pas il y a la barrière de la langue qui est incontournable. Et ben, on est en train de travailler sur des projets de surtitrage de pièces israéliennes, justement pour amener les Français à rentrer dans la culture israélienne. Voilà, c'est des petites pierres qu'on a. Ce n'est pas des petites pierres, c'est un gros travail de fond qui, je peux te dire, pour être un client assidu des théâtres israéliens depuis de très nombreuses années. Et je vois régulièrement sur les programmes que je reçois. Ce soir, la pièce sera sous-titrée en anglais. Ce soir, la pièce sera sous-titrée en russe. Ce soir, la pièce sera accessible aux malvoyants, aux malentendants, etc. Et je crois que si on arrive un jour à voir dans un des grands théâtres israéliens, le Cameri ou l'Abima,
effectivement une avancée dans ce sens-là. Je crois que ce sera très, très important. D'abord, une reconnaissance de la communauté, deuxièmement, de la culture, et troisièmement, un accès plus facile pour les Olim à la culture israélienne, même si elle est sous-titrée, mais ça permettra aussi de l'entendre en hébreu, de la vivre en Israël et de mieux la comprendre parce que c'est sous-titré. Alors, Là, une on des a questions… deux théâtres avec lesquels on discute, exactement le Cameri et le Beth Tessin, sur trois pièces. D'accord. Alors, une des questions pour être un peu plus concret, je ne sais pas si tu peux te permettre, mais on nous pose la question de savoir, est-ce que tu peux nous donner un exemple de parcours, mais je ne sais pas si tu as le droit de le faire, d'une personnalité ou d'un acteur ou d'un chanteur ou de quelqu'un qui vit en Israël avec quelques a priori ou une neutralité engagée qui est repartie avec plus une meilleure compréhension, pour pas dire plus, d'Israël, ou ça ne se fait pas. Oui, oui, on peut, parce que je vais vous dire tous, vous prenez notre programme depuis 3 ans, tous sont repartis avec une vision complètement différente, beaucoup plus, totalement positive. C'est normal qu'ils viennent avec des a priori. Ils ne sont pas au quotidien dans ce conflit-là, ils ne le connaissent que par le prisme des médias français qui ont des tendances, on va dire, des biais complètement inacceptables. Donc, ils ont une vision complètement folle. Je vous donne un exemple qui m'a fait sourire. L'équipe d'un artiste me dit, un humoriste me dit, à qui on envoie les textes avant? Je dis, mais pourquoi faire? Ben, pour la censure. Je dis, mais vous vous trompez, c'est 200 km au sud de la censure. Ici, en Israël, vous pouvez tout dire, il n'y a pas de problème. Il commence à tout dire. Vous pouvez tout dire. Je dis, les milieux artistiques israéliens sont au contraire les milieux les plus revendicatifs contre le gouvernement. Vous êtes dans une démocratie, vous pouvez tout dire. Il n'y croyait pas, il est venu, il a fait son spectacle, il a vu que le pays était complètement fou, et voilà. Donc tous, c'est vraiment un secret de Polichinelle de dire que tous les artistes qui sont venus sont tous repartis avec une vision complètement différente de celle qu'ils avaient. Ça ne veut pas dire qu'ils étaient anti, c'est juste qu'ils ont été depuis tout le temps mis dans un moule, laver le cerveau avec une espèce de bien-pensante médiatico-gauchiste, islamo-gauchiste française, et ben, la réalité, elle est toute différente. On a un guide que l'on prend, qui les balade dans le pays. Ce guide-là est un guide israélien et qui parle arabe et qui boit le café avec les Palestiniens au bord de la mer Morte. Et il se rend compte qu'on vit ensemble, qu'il y a peut-être toujours 2, 3, 4, 5% d'extrémistes, mais que globalement, 90% des deux populations vivent ensemble en bonne intelligence, en paix. Et donc tous repartent avec des belles idées. Dan, une petite question. Tu as parlé tout à l'heure d'un humoriste qui a fait un sketch sur sa visite en Israël. Est-ce que tu pourras écrire son nom dans le chat pour les personnes qui souhaitent aller Bien sûr. voir? Bien sûr, je vais vous le noter tout de suite. Vous allez mettre le lien. Merci. Hop. Vous envoyez le lien. Ce sketch est assez fou. Hop. Donc, je vais vous mettre le lien dans le chat. Alors moi, je vais devoir me retirer dans quelques instants. J'aurai une dernière question. Tes perspectives d'avenir, comment tu vois aujourd'hui? C'est vrai qu'il y a eu le corona, j'imagine, qui a énormément bloqué d'abord et les touristes français en Israël, qui sont une partie probablement aussi importante, parce que je crois que c'est bien aussi que les gens qui viennent en touriste en Israël, de France et des pays francophones, puissent voir une vitalité de la vie culturelle francophone en Israël. Ça leur donne aussi une image beaucoup plus large de la société israélienne. Et qui leur fasse comprendre quelque part que on peut vivre, comme on l'a dit tout à l'heure, avec les deux dimensions, avec les deux vitesses en Israël, garder sa culture d'origine et voir qu'elle peut être représentée avec des personnes de haut plan dans les meilleures salles d'Israël, et d'un autre côté, petit à petit s'intégrer au système israélien. Donc j'imagine que malheureusement, le corona a donné un petit coup d'arrêt à ça. Et deuxièmement, quels sont tes projets, sans nous dévoiler peut-être les noms, parce que j'imagine que ce sont des négociations. Où est-ce qu'on peut arriver? Jusqu'où on peut arriver? Alors, aujourd'hui, c'est vrai que le corona nous a mis du jour au lendemain à l'arrêt pendant près de 18 mois ou 19 mois. On a dû reporter ou annuler près de 14 spectacles, ce qui était quand même assez monumental. Et puis, à chaque fois qu'on a voulu redémarrer, 10 jours, 15 jours, un mois avant le spectacle, bing, de nouveau la restriction et de nouveau des reports. Donc là, on vient de redémarrer il y a 3 jours avec Stéphane Fraisse. Quel est notre programme? On a un programme jusqu'au mois de septembre qui a été publié. Le mois prochain, nous faisons venir Delphine Orviller,
Le fin février, on fait venir la pièce qui a remporté les 4 Molières en France, les 4 plus gros Molières juste avant le Corona, ça s'appelle La Machine de Turing, qui raconte l'histoire de Alan Turing, le mathématicien qui nous a sauvés et qui a permis à l'Angleterre de gagner la guerre. On a par la suite un concert des Gypsy Kings. On va célébrer l'année Molière. L'année prochaine, c'est les 400 ans de Molière, et on va faire venir une pièce de Molière, les Fourberies de Scapin, qui va être jouée en Israël, et on est en train de voir pour la surtitrer en hébreu, pour les scolaires, pour les enfants, et également pour les adultes. On fait venir Michel Drucker pour son nouveau spectacle, on fait venir Éric Emmanuel Schmitt pour une pièce de théâtre sur Freud et Dieu. Enfin voilà, on a un programme assez chargé, on refait un concert, enfin, on a pas mal de programmes. Voilà nos perspectives. Après, c'est d'aller dans d'autres axes transverses qui vont être amener de la culture israélienne vers les francophones, donc par le surtitrage. Et on s'est fait beaucoup approcher pour le chemin inverse, qui est de dire prendre des artistes israéliens et les envoyer en France. Donc, on y réfléchit. On n'aimerait pas que ce soit que communautaire. On aimerait bien que ces artistes français rencontrent un public français et pas uniquement un public communautaire. Donc, on essaie de voir comment ça peut se construire. Parce que là aussi, ça serait quel meilleur échange et quel meilleur pont entre ces deux cultures que d'avoir des artistes français qui viennent jouer en Israël et des artistes israéliens qui viennent jouer en France. Voilà un peu les différents axes sur lesquels on travaille. Avi, tu es mute. Je dis qu'une des perspectives des choses que tu as dites qui retient le plus mon attention, pour avoir été prof dans un lycée israélien dans une autre vie, j'ai été prof d'histoire dans un lycée qui s'appelle René Cassin, qui est une personne qui est très reconnue en Israël et qui est un lycée franco-israélien, mais israélien avant tout, c'est-à-dire qui enseigne le français. Je crois que la perspective de pouvoir introduire des éléments de culture française et francophone, judéo-française, si c'est possible en plus, pour rajouter une dimension juive à la culture française dans le cadre des écoles en Israël. Même un projet dans ce sens-là ferait énormément de travail sur le long terme, sur cette jeunesse israélienne qui malheureusement aujourd'hui, et on ne peut pas faire autrement, c'est dans le monde entier, énormément anglophone, un peu russophone, a du mal à être arabophone, alors qu'elle devrait l'être. Et en tout cas, nous, on souhaiterait qu'effectivement une partie d'entre elles puisse être sensible à la culture française, à la langue française, pour continuer à faire le pont essentiellement. Et c'est ça qui est important pour nous finalement, en dehors de faire le pont entre les deux pays, faire le pont aussi entre les deux communautés, c'est-à-dire qu'il y a quand même la deuxième communauté juive du monde, il faut le rappeler, après les États-Unis, qui vit en France. Et cette communauté a une branche très importante où on dit que 80 à 85% des Juifs de France ont de la famille directe en Israël. Et on le sait, pour être père de plusieurs enfants nés en Israël, que si on n'entretient pas cette flamme, le français se perd même dès la première génération. Et donc, on a aussi un travail de maintenir ce lien avec la famille, avec la communauté, avec la culture, avec les origines de cette famille, qui sont pour une grande partie d'entre eux, comme tu l'as dit, des pays francophones, qui reviennent maintenant à l'ordre du jour, tels que le Maroc, par exemple, ou Casablanca, une ville que je connais bien, où il y a encore plusieurs milliers de juifs, où la langue véhiculaire est le français, et tout le monde ne le sait pas. Donc, je crois qu'il y a vraiment, j'allais dire, presque une mission que tu as commencée et qui a encore énormément de… Évidemment, comme on dit en hébreu, tu ne peux pas faire tout ce travail tout seul, mais je crois qu'il faut montrer, et les gens qui nous écoutent, et le podcast que nous allons, le film que nous allons laisser, lancer quelques perches envers, pas seulement des tormines, comme on dit, des donateurs, mais aussi des gens qui peuvent avoir des postes de responsabilité et comprendre qu'il y a là, on est une génération intermédiaire et c'est à nous de faire ce rôle, de garder ce pont très fort entre la culture, la langue française et la société israélienne. Le fait de se faire son allié, en tout cas tel que je le conçois moi, ne veut pas dire oublier son passé, oublier d'où on vient. On reste biculturel. On a deux pays qui nous apportent des choses différentes. Donc, il est pour moi inconcevable de couper avec une histoire française, une histoire de France. Ce n'est pas antinomique, ce n'est pas opposé. Donc au contraire, c'est un peu cette démarche-là qui est de dire, au travers de ces points-là, et puis surtout, le point le plus important, c'est on parle d'Israël autrement que par des conflits, des maisons, de la politique. Là, on parle d'Israël de manière différente. Quand des artistes français parlent d'Israël, ils parlent d'un pays, et ça devient un pays
normal, un pays comme la Belgique, comme la Suisse, comme le Canada, comme d'autres. Et si on arrive à retirer le focus du conflit vers d'autres choses, eh ben, on aura apporté notre petite pierre à l'édifice. Et je pense que c'est un peu ça sur lequel on essaye d'agir tous les jours. Moi, je peux que te tirer mon chapeau. Je te dis, j'ai connu Israël avec une autre perspective. Je crois qu'aujourd'hui, tu apportes une dimension supplémentaire importante et attendue par la communauté. Mais c'est vrai que les gens sont parfois, entre guillemets, ingrats. C'est-à-dire que c'est toi qui dois ramer, c'est toi qui dois faire les efforts, c'est toi qui dois faire en sorte d'avoir les meilleurs plateaux et qu'ensuite, il faut se tourner vers le public qui est parfois encore peut-être pas suffisamment habitué, n'est pas suffisamment disponible, n'est pas suffisamment, mais je crois que tu fais, à mes yeux en tout cas, une mission qui est très importante à long terme. Moi, je te remercie en tout cas dans cet état d'esprit-là. Il vient aussi un peu de toi et de l'organisation que vous avez fait. Moi, j'ai été biberonné quand j'étais plus jeune à l'OSM également. Donc, j'ai été formé, j'étais un jeune militant sioniste. Et donc, c'est cette envie-là, cette façon de voir ce pays-là différemment qui aujourd'hui continue à motiver. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est vrai que c'est un travail titanesque, on remue des montagnes. Je ne vous cacherai pas que faire jouer Stéphane Fraisse il y a 2 jours en Israël, alors que le pays est fermé à l'arrivée des étrangers, on a perdu quelques cheveux quand même. Hein. Mais on y arrive. Je veux terminer sur une note optimiste en disant que dès que les frontières seront ouvertes, en tout cas, on s'attend pour les 2-3 années qui viennent à une vague d'Aliyah relativement importante. On estime à plus que 10 000 dossiers de familles juives de France, des demandes ou des pré-demandes d'Aliyah en Israël, ce qui prouve qu'on est encore d'abord dans le mouvement sioniste, dans quelque chose de tout à fait vivant, dans la croissance de la communauté francophone en Israël, quelque chose qui va continuer et qui va augmenter, et dans la prise de conscience que toi, tu fais prendre à travers ton activité. Je sais que c'est un travail de long terme et de longue haleine, beaucoup d'efforts et beaucoup d'abnégations de ta part. Je pense qu'on te remerciera simplement dans quelques années quand on aura compris que tu auras aidé. Non, on te remerciera d'abord parce que c'est important, parce que je sais que ça nous a très longtemps manqué, jusqu'il y a une dizaine d'années, où il n'y avait peut-être pas encore cette prise de conscience, ces efforts, ces moyens et qui ont été mis en place. Le fait que tu sois aujourd'hui encore un peu cavalier seul prouve qu'il y a encore besoin de beaucoup de travail. Et nous, si on peut aider à faire avancer cette prise de conscience de cette introduction de la culture française, et je sais que vous faites en sorte aussi qu'une partie soit des corélégionnaires, des gens qui ont aussi une certaine sensibilité par Israël, ou d'autres au contraire qui sont des gens loin de la communauté et qui viennent affirmer, on l'a vu avec Michel Fugain, une solidarité extrême avec Israël. C'est un travail, comme on dit en hébreu, de Kiddush Hashem, de sanctification. Oui, je pense que beaucoup d'entre nous ont vu cette petite vidéo qu'on a tournée avec Michel Fugain où il parle de Tsahal, qui est tournée il y a 2 ans. Ça a été filmé par moi il y a 2-3 ans qu'on l'a fait venir. On l'a amené à la frontière libanaise, à Kiryat Shmona, le jour de Yom HaAtzmaut. On l'a fait dîner avec 300 Chayalim et il s'est rendu compte que c'était des enfants. Il s'est rendu compte que c'était la grande armée de Tsahal dont tout le monde parle. Ce sont des gamins. Ils ont tous entre 18 et 19 ans. Ils n'ont qu'une envie, c'est rentrer chez eux et jouer à la PlayStation. Et ça a été pour lui une claque monumentale. On lui a posé des questions derrière. Il a dit voilà, Israël, Tsahal, c'est les enfants d'Israël, c'est les enfants qui défendent les parents. Cette vidéo a fait plus de 800 000 vues. Suite à ça, quand on a, j'ai mis sur le chat le lien de cet humoriste français qui est aujourd'hui un humoriste qui monte et qui deviendra peut-être Coluche dans 10 ans. Qui est un humoriste qui explose en ce moment tous les compteurs en France. Et vous allez voir, si vous cliquez dessus, vous allez voir un sketch qui dure 7-8 minutes sur lui, sur la communauté juive, sur sa vie en Israël, sur les juifs de Sarcelles. C'est d'une finesse, c'est d'une intelligence. Et quand lui parle, c'est plus la même chose. Hein. On se dit, lui, il n'est pas de parti pris. Quand il parle comme ça, on se dit, il y a peut-être une vision différente. Donc oui, je vais vous raconter une petite anecdote pour vous dire, parce que tu me disais que les autorités commencent un tout petit peu à changer. Il y a quelques semaines, j'étais invité à la Knesset, c'est Yom HaAliyah, et j'étais invité à la Knesset, ils ont fait une table ronde parlant d'Aliyah. Alors c'est sûr que parler de l'Aliyah francophone, avec les problèmes de l'Aliyah francophone, c'est sûr que tout de suite, les sujets sont cristallisés sur le logement, la langue et l'emploi. C'est sûr que ce sont les 3 piliers fondamentaux on ne peut pas réussir une Aliyah si on n'a pas, un boulot, si on ne sait pas parler la langue et si on n'a pas un logement.
Mais lors d'une prise de parole que j'ai faite, on a sensibilisé les gens que c'est peut-être pas vital, mais c'est quelque chose d'important, c'est que la culture, et la culture aide l'ALIA, ancre une ALIA, renforce les liens entre les deux pays et fait changer, comme on dit, des fois l'impression, les Français disent que les Israéliens ne nous aiment pas parce qu'il y aura peut-être un racisme anti-français. Eh ben, la culture apaise tout ça et montre qu'on n'est pas uniquement, qu'on peut apporter aussi des belles choses. Donc c'est pas un sprint, c'est un marathon. On est motivé, ça se passera bien et puis un jour on en rira de tout ce démarrage un peu chaotique. Moi, il me reste qu'à te remercier, Dan, vraiment. Voilà, si on a pu faire cette petite ouverture, c'est vrai qu'on parle très souvent du conflit, on parle très souvent, même dans notre émission Israël s'invite chez vous, des questions d'intégration, de questions difficiles de vie au quotidien en Israël qui sont parfois laborieuses et qui demandent des efforts. Je crois que tu nous as apporté un petit peu ce qu'on appelle akatsefet à la douve d'Evan, c'est-à-dire un petit peu la cerise sur le gâteau, de se rendre compte qu'en Israël, on peut aussi profiter de la vie, on peut aussi profiter de la culture, on peut aussi le faire d'une très belle façon, avec des choses qu'on aime, tout en se sentant israélien, tout en allant au Caméry voir un programme en français. Je crois que c'est un rêve qui va bientôt devenir réalité. Je vous remercie à tous. Shabbat Shalom et à très bientôt. Merci beaucoup, Dan, déjà pour ce que tu fais et merci d'être avec nous ce soir. Avec plaisir. Bye, Shabbat Shalom. Merci beaucoup.